Madame, Monsieur, bienvenue. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le débat du 12-15. Les grandes manœuvres ont commencé du côté du stade de l'amitié sino-gabonaise. Les préparatifs de la cérémonie d'investiture du président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema, dont la date n'a pas encore été rendue publique officiellement, la Cour constitutionnelle n'ayant pas encore proclamé les résultats définitifs de la présidentielle du 12 avril 2025. D'ores et déjà, on le sait, aucun recours n'a été déposé auprès de la haute juridiction. Le délai de 8 jours imparti par les textes étant épuisé le lundi 21 avril dernier, le sacre du premier président de la 5e République gabonaise est imminent. Brice Clotaire Oligui Nguema, élu sur la base d'un projet de société à consonance sociale, le social, au cœur du programme d'Oligui Nguema, c'est le thème de ce débat du 12-15. Et pour en parler, je reçois le professeur Orphée Soumao, il est sociologue, enseignant à l'université Omar Bongo. Professeur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et quelqu'un qu'on ne présente plus, M. Amal Jean-Maurice Mbumba Ibinda, il est éditorialiste et également enseignant à l'université Omar Bongo. Monsieur, bonjour. Pas encore enseignant à l'université Omar Bongo, enseignant dans les universités et grandes écoles privées, géopolitologue et géostratège. Bonjour et merci d'avoir accepté notre... également des journaux dont Gono Info qui vient d'être légalisé, créé et légalisé. Je le disais à l'instant, éditorialiste. Merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Messieurs, un communiqué du ministère de l'Intérieur appelle les habitantes et les habitants du Grand Libreville, en particulier les habitants d'Akanda, à accueillir chaleureusement les invités de marque, les délégations étrangères qui prendront part à cet événement, je cite, d'envergure nationale. Peut-être une réaction. Il convient, dans ce genre de moment, de permettre au peuple de célébrer cette élection qui n'est pas seulement celle d'un homme, mais celle d'un peuple, d'une victoire de la démocratie. Tout à fait. Je crois qu'on n'a pas suffisamment de mots. Merci encore une fois de m'avoir fait l'honneur de me recevoir ici, sur ce plateau. Je voudrais donc dire qu'il n'y a pas suffisamment de mots pour qualifier cet événement que tous les Gabonais attendent avec beaucoup d'enthousiasme. Parce que justement, chez nous, on dit en Afrique que lorsque Papa Omar Bongo le disait, lorsqu'un étranger arrive chez vous et qu'il vous apporte le bonheur, il faut lui apporter en retour votre amitié. Je crois que ces mots-là pèsent d'eux-mêmes et qu'à partir du moment où nous venons de traverser une période qui nous a rendus célèbres dans le monde, n'est-ce pas, et qui est d'ailleurs une première en matière d'organisation électorale en Afrique et même ailleurs, je crois que tous ceux qui viennent prendre part à la cérémonie d'investiture du président de la République, suite à son élection démocratique, n'est-ce pas, et qui fait de notre pays un pays exemplaire, parce que nous entrons de plein fouet dans la 5e République, avec toute sa constitutionnalité et tous ces changements, nous pensons que c'est vraiment intéressant et même utile que ce type de dispositif soit mis en place du point de vue de l'accueil, du point de vue de l'urbanisme, du point de vue de la santé. Je crois que tous les services doivent être mobilisés pour effectivement réserver pour la réussite de cet événement. Oui, il en faut absolument, parce que nous venons de lire avec brio le président de la République, la 5e République de notre pays, qui marque le changement presque tous azimuts. Nous pensons que c'est vraiment une très bonne chose. Professeur Soumao, un événement qui contraste un peu avec ce qu'on a connu par le passé, mais pas véritablement au regard quand même de l'investiture du 4 septembre, au lendemain du coup de la libération. Il y a comme une suite logique de pouvoir toujours faire participer la population à cet événement. Tout à fait. Je pense que le mot d'ordre dès le départ du président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est l'inclusion. Et donc de faire participer tous les Gabonais, quelque bord que ce soit, à justement participer au progrès, au développement, à l'animation, au dynamisme justement du pays. Et les dernières élections présidentielles auxquelles tous les Gabonais, ou du moins lorsqu'on regarde le taux de participation et surtout le faible taux d'abstention qui a été vraiment contenu, et surtout aussi le taux
qui a porté au suffrage universel le nouveau président élu, on voit bien là qu'il y a un engouement, un plébiscite des populations gabonaises qui ont vraiment attendu ce moment-là depuis plusieurs décennies pour véritablement célébrer, on va dire, une présidentielle qui s'est passée dans des conditions, je veux dire, exceptionnelles, puisque, vous l'avez rappelé à l'entame de votre propos, il n'y a pas eu, après les résultats provisoires, une quelconque contestation des adversaires du président élu. Mieux encore, certains l'ont appelé au lendemain de ces résultats provisoires pour le féliciter, ou même à demi-mot pour reconnaître au moins que les élections se sont passées dans des conditions transparentes. Et je pense que c'est un souhait que les Gabonais ont toujours appelé de leur vœu, qui s'est concrétisé au soir justement du 12 avril. Professeur, un projet qui a donc convaincu au regard des actions menées durant la transition, mais durant cette même transition, le secteur de l'eau et de l'électricité est apparu comme un véritable problème de fond. Promesse d'Oligui Nguema, je fais de cette lutte une priorité absolue dès le début de mon mandat. À quoi doivent s'attendre les Gabonaises et les Gabonais? Effectivement, lorsque vous lisez le projet à ce moment-là du candidat, mais qui est devenu aujourd'hui président de la République élu, et donc ce projet-là va se transformer, est déjà perçu comme un programme, on voit bien que comme priorité, c'est l'eau et l'électricité. Et il disait justement, pour tenter de régler cette question épineuse qui touche véritablement tous les Gabonais, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, d'accord, de séparer l'eau, la gestion de l'eau et la gestion de l'électricité. Et on voit bien que l'État, le gouvernement, depuis le 30 août, s'attelle justement à essayer de minimiser les impacts sur les familles gabonaises et les autres qui vivent justement au Gabon pour essayer justement de rendre moins pénible cette situation qui, à mon sens, met à rude épreuve, d'accord, les populations, tant au plan psychologique, mais aussi au plan économique, puisque je pense aussi à ces commerces, à ces entreprises, à ces PME qui souffrent justement de cette situation et dont le chiffre d'affaires, j'imagine, prend un coup. Et par conséquent, on a vu à un moment donné une accalmie des coupures d'électricité et malheureusement, on se rend compte que depuis quelques jours à nouveau, ces mêmes coupures reviennent quotidiennement, même si on a vu là aussi un communiqué de la SCG qui parle de maintenance du réseau, mais on espère véritablement qu'avec le projet et surtout l'investissement promis par le président Oligui Nguema, cette question sera réglée et surtout que nous ayons un meilleur service, qualité de service pour l'ensemble des populations. Docteur Oui. Amal Mboumba Ebinda, séparer la distribution de l'eau et de l'électricité, quelles peuvent en être les implications? Quelles pourront être les conséquences finalement? Moi, je voudrais, du point de vue des deux entités, je crois que première chose, il y a l'investissement. En matière d'investissement, je crois que ça ne devrait pas être la même chose. Tout ce qu'on aura prévu pour l'eau ne peut pas être prévu pour de la même qualité que l'électricité. Même du point de vue de la qualité, du point de vue du contenu, il y a cela. Mais je crois que le problème qui se pose... Qu'est-ce qui requiert plus d'investissement? L'énergie ou... À mon avis, tout dépend des besoins. Tout dépend des besoins de un, tout dépend de la population également. Parce qu'à l'intérieur du pays, dans les villes, dans les villages, on n'a pas les mêmes besoins en eau qu'à Libreville, par exemple. Du point de vue de l'électricité, à l'intérieur du pays, on en a besoin. Nous en avons suffisamment besoin pour la contribution de l'État. Qu'à Libreville, où on trouve des cadres qui ont, par exemple, des groupes qu'ils ont achetés, alors qu'à l'intérieur du pays,
c'est pas facile de s'en acheter. Mais ça, c'est du point de vue des ménages, mais du point de vue de l'économie ou des industries, il y a un fort besoin à Libreville. Bien sûr, il y a un grand besoin à Libreville. Il y a également un grand besoin à l'intérieur du pays, parce que, imaginons que l'on fasse dans l'agriculture. Hein, lorsqu'on a des produits, par exemple, qui peuvent être variés plutôt au moment où l'électricité serait de moindre qualité, vous voyez bien que les charges ou alors les conséquences vont être pratiquement les mêmes. Tout comme au niveau des villes secondaires, c'est la même chose. Ces villes-là qui prétendent être aussi industrielles que Libreville, par exemple. Donc, en matière d'électricité et même d'eau, la nécessité vaut la peine. Bien. Maintenant, ce que je voudrais, par exemple, dire, c'est qu'il faut certes investir. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, lorsqu'on a investi, on se dit, bon, on a mis un budget d'investissement, il n'y a pas un budget d'entretien ou de fonctionnement. C'est là où le bas blesse. Parce qu'une chose est d'investir, une autre chose est de prévoir les moyens pour pouvoir entretenir. Non seulement entretenir, mais également prévoir le long terme. Le long terme. Mais justement, à court terme, le président l'a indiqué dans son projet devenu programme aujourd'hui, de pouvoir acheter des groupes électrogènes. De votre point de vue, c'est une solution efficace? C'est trop individualiste. Le groupe électrogène, c'est individuel, alors qu'un investissement à grande échelle, c'est un investissement qui intéresserait tout le monde. L'idéal serait... Tu parles de la distribution sur l'ensemble du territoire. Tout à fait, tout à fait. Bon, évidemment, puisqu'il faut pallier d'abord au plus pressé, pour l'instant, comme l'a dit le ministre, justement, le ministre de l'Énergie, tout récemment. Mais je crois que la solution ultime serait d'équiper toutes les populations, sinon toutes les villes industrielles qui entretiennent des entreprises, comme le disait le professeur tout à l'heure, qui ont des entreprises. Et vous savez qu'une entreprise qui ne fonctionne pas rien qu'à 48 heures, c'est des dégâts extrêmes. Vous voyez, multiplié par le nombre d'entreprises, ça va faire un manque à gagner énorme. Donc, il faut y mettre le pied, il faut y mettre de l'argent également, il faut y mettre tout ce qu'il faut, un budget d'entretien pour que la consommation d'eau et d'électricité soit continuelle plutôt que de façon intempestive, arrêter, reprendre, ce n'est pas normal. Professeur Soumao, alors le projet de société prévoit la distribution sur l'ensemble du territoire des générateurs et d'ailleurs, le président l'a indiqué, il compte amener les industries, les grandes entreprises, à pouvoir s'auto-alimenter. De votre point de vue, est-ce une solution viable pour atténuer l'impact des coupures auprès des ménages? Vous savez, les attentes des populations sont très fortes. À l'issue de l'élection du président Oligui Nguema, lui-même l'a bien vu, il a bien ressenti lorsqu'il a fait sa campagne, et même bien avant, puisqu'il a eu à faire plusieurs visites dans les provinces, dans les quartiers, que les Gabonais attendent beaucoup du social, notamment des propositions et des promesses, effectivement, qui ont été énoncées durant cette période de transition. Et un premier geste, un premier pas, les premiers pas ont déjà été faits puisqu'on a vu certains acquis de la transition qui ont permis justement de changer à minima les peines sociales que les Gabonais ressentaient. Et je pense que l'électricité et l'eau font partie de ces fortes attentes puisque du point de vue social, mais aussi du point de vue économique, la souveraineté énergétique est un enjeu majeur, capital pour notre pays. Nous avons dû demander effectivement de l'aide à notre voisin, la Guinée équatoriale, pour ne fût-ce que permettre à la zone nord de supporter cette consommation d'électricité. Et on voit bien qu'avec l'achat de certains matériels, pour tenter justement de soutenir le niveau de consommation aujourd'hui grandissant des grandes villes comme Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum, quand on parle du Grand Libreville,
on se rend bien compte que ce sont des investissements à court terme pour tenter justement de réguler les coupures intempestives avec la venue du bateau turc qui vient aussi là supporter notre réseau électrique souvent décrié, vétuste, avec le manque d'investissement. Mais je pense que il y a un programme justement d'investissement à long terme, puisqu'il faut y voir aussi une forme, oui, d'attente pressante, mais que ce ne sera pas en quelques jours, en quelques mois, voire en quelques années, que cette situation pourra devenir, je veux dire, qu'on pourra sécuriser l'eau et l'électricité dans notre pays. Et donc, il y a un plan Marshall, je pense, qui doit être ou qui va être mis en place pour que cette question non seulement de la transition énergétique, mais aussi de la sécurité, de l'indépendance énergétique, soit une réalité dans notre pays. Et on le sait, hein, sur le long terme, il est prévu la construction de barrages hydroélectriques. Alors, autre chantier auquel le président souhaite s'attaquer dès le début de son mandat, c'est l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Accompagner les start-up, faciliter l'accès au financement, simplifier les procédures administratives, bref, des réformes déjà entamées, hein, qu'il s'est engagé à poursuivre pour réduire le chômage. Est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes sociologue, les Gabonais accrochent-ils? Est-ce qu'ils suivent quand même? Est-ce que les Gabonais réussissent à entreprendre? Vous savez, le marché de l'emploi au Gabon est en crise depuis plusieurs années maintenant. C'est une question qui ressemble un peu à un serpent de mer qui se mord la queue. Mais sans être économiste, mais observant la société gabonaise en tant que sociologue, la question du chômage a toujours été, je vais dire, interrogée avec les grandes crises notamment internationales, pour un pays comme le Gabon, fortement dépendant de ses matières premières, et le président de la République l'a encore souligné, qu'il y a une nécessité justement de migrer vers d'autres secteurs plutôt que de toujours s'inscrire dans une économie de rente. La fameuse question de la diversification de l'économie. Voilà, et donc lorsque le secteur des matières premières est en crise, comme nous l'avons vu au début des années 2013-2014, d'accord, qui s'est poursuivi pratiquement jusqu'en 2020 et rattrapé à nouveau par la Covid-19, la pandémie de la Covid-19, on a vu un fort ralentissement justement du marché de l'emploi, avec des entreprises qui fermaient, des entreprises qui ne recrutaient plus, voire même des entreprises qui licenciaient. Et le premier secteur impacté, bien évidemment, c'était le secteur pétrolier, le secteur des mines, qui, à ce moment-là, a vu son activité fortement baisser. Et donc, ça impacte forcément la question du chômage. Et sur cette question du chômage, il faut dire que les plus vulnérables, ce sont les jeunes. Et là aussi, dans son programme, dans son projet, le président de la République élu parlait justement de s'attaquer à la question du chômage des jeunes, notamment avec... En incitant à l'entrepreneuriat. Voilà, notamment en sollicitant l'entrepreneuriat. On a bien vu un fort engouement avec un jeune taxi qui aujourd'hui fait des émules, puisque la première phase s'est déroulée sur le Grand Libreville et de nouveaux véhicules sont arrivés pour l'intérieur du pays, notamment Port-Gentil, où je pense qu'il y a là-bas aussi une forte attente des jeunes qui espèrent eux aussi sortir de cette situation de chômage qui ne permettent pas aux jeunes justement d'entrevoir un avenir meilleur. Et on voit là aussi qu'il y aura d'autres projets qui ont été annoncés, notamment avec la Banque agricole qui là aussi est censé emmener les jeunes à entreprendre dans le secteur de l'agriculture et donc là aussi à toucher la question de la sécurité alimentaire et de sortir de cette, je veux dire, ce carcan d'importation des denrées alimentaires qui là aussi tire vers le bas le budget de l'État. Des secteurs véritablement porteurs. Monsieur Mboumba Ebinda, vous êtes un spécialiste des questions économiques. Brice Clotaire Oligui-Nguema souhaite renforcer l'adéquation formation-emploi en diversifiant les formations techniques et professionnelles dans les métiers qui pourraient, par exemple, valoriser les 850
kilomètres de côte ou encore les 87% de couverts forestiers du pays. Comment arriver à intéresser les jeunes à ces secteurs autres que les secteurs du pétrole, des mines ou encore de la fonction publique? Bon, là, il y a en adéquation deux secteurs. Il y a un secteur éducation et un secteur emploi, n'est-ce pas? Je crois que ce n'est pas mauvais que de commencer par l'éducation, c'est-à-dire créer des écoles spécialisées, créer des lycées techniques, équiper ces lycées en fonction des secteurs, naturellement, qui sont aujourd'hui prisés sur le marché du travail. De l'autre côté, il faut mettre en place les moyens qu'il faut pour qu'un étudiant, par exemple, qui sort de l'université, puisse trouver du travail. En quoi faisant? Il a un master, ce n'est pas parce qu'il a un master qu'il ne peut pas avoir un permis de conduire. Il faut lui permettre d'obtenir un véhicule. Le cas se pose en ce moment. Et qu'est-ce qui se pose aujourd'hui comme problème? Il vient de le dire, il y a eu deux occasions. La première occasion, les jeunes Gabonais ont eu des taxis. Deuxième occasion vient d'arriver. Je crois qu'on aurait dû faire la critique de la première occasion. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les jeunes ont eu des taxis. OK, on a investi. Est-ce qu'il y a un fonds d'entretien de ces taxis? Deuxième chose, est-ce que cet entretien se fait avec beaucoup de rigueur? Apparemment non, parce qu'avant de venir, je crois que j'ai eu à m'entretenir avec quelqu'un, avec un jeune qui est aujourd'hui détenteur d'un taxi. Il se passe un problème. Les véhicules qui ont été acquis sont des véhicules des dernières générations, qui par conséquence coûtent cher du point de vue de l'entretien, donc des pièces. Quelqu'un m'a même demandé, imaginez qu'il y ait un accident, que vous perdiez votre phare par exemple, ce n'est pas normal d'honorer le président de la République par rapport à un tel projet en roulant avec un phare de moins. Oui, mais c'est l'entreprise. Permettez, c'est très important. Plus qui a en charge l'entretien des véhicules. Justement. Taxigab ne va pas jusqu'au bout. Parce que j'ai eu un entretien. C'est vrai que l'entretien, la vidange, le minimum se passe bien. Mais imaginez qu'il y ait eu un accident, même si le taximan ou le propriétaire du taxi est assuré, mais il faut bien remplacer la pièce. C'est là où le bas blesse. OK? Taxigab ne donne pas la possibilité à ces jeunes, justement, d'acheter facilement une pièce qui coûte cher. Une pièce rechangeable. Donc, voilà. Et qu'est-ce qui se pose comme problème? Il faut donc une certaine mutualisation, une collaboration entre Taxigab et une entreprise qui pourrait être capable de fournir des pièces. À ces détenteurs de taxis. Et qui participerait justement à améliorer un projet dont on sait quand même qu'il a permis à plus de 800 Gabonais de pouvoir obtenir un emploi. Il faut une certaine adéquation entre justement l'acquisition d'un taxi et puis l'entretien du taxi. Je vais passer à autre chose. À propos du chômage, aujourd'hui on dit oui, vous avez un master, il faut nécessairement faire quelque chose. OK, mais pourquoi celui qui a un master, par exemple en économie, doit nécessairement faire quelque chose simplement parce qu'on dit que sur le marché, il n'y a pas d'entreprise? Je dis non. Il faut donc faire une espèce d'adéquation entre ce que l'étudiant apprend à l'université et ce qu'il peut faire une fois sorti de l'université. Et là, c'est un problème d'investissement. Il faut investir dans les secteurs porteurs, les secteurs qui attendent l'arrivée, la sortie des étudiants, parce que la programmation est faite de sorte que, par exemple, dans une année, si vous devez avoir 30 à 40 étudiants master ou docteur, il faut qu'aussitôt dans les universités ou grandes écoles, qu'on trouve de la place pour ceux qui vont sortir. Il faut qu'en même temps, on trouve pour ceux qui veulent aller dans une entreprise, qui ont fait un master, par exemple, non de recherche, mais un master de spécialité, aller directement dans un secteur qui peut lui permettre de se mettre au travail. Justement, parmi les secteurs, on pense notamment au secteur environnemental. Bien. On parle aujourd'hui de la question des produits, des crédits carbone. Ce sont des questions qui peuvent également être discutées, faire l'objet de recherches dans les universités. Là aussi, il y a un problème. Vous savez qu'on parle de carbone, on ne parle pas de la manière dont le carbone est financé en Afrique, notamment les projets africains qui sont liés à l'interaction entre les sociétés multinationales et les sociétés, ce qu'on appelle les institutions financières internationales. Là encore, il y a un autre débat. Parce qu'une chose est de prévoir la sortie des étudiants dans un secteur bien défini, mais est-ce que ce secteur est financé tel que le souhaiteraient les Africains? Non.
Vous voyez bien qu'il y a une espèce de cible opérée par les grandes multinationales et les institutions financières internationales qui ciblent des secteurs à partir desquels il y a de la rentabilité. Et vous avez bien raison, M. Amal Ibinga, parce que ce sont des secteurs qui demandent justement une certaine main-d'œuvre, qui demandent qu'il y ait justement des acteurs pour y mener de recherches et apporter des solutions viables. Je voudrais quand même, avant qu'on ne se quitte, parce que le temps qui nous est imparti est déjà quasiment achevé, faire un dernier tour de table et dire un mot sur la question du logement, parce que c'est également une question qui préoccupe beaucoup les Gabonais, avoir accès au logement. Aujourd'hui, quelles peuvent être les solutions pour pouvoir faciliter l'accès au logement aux Gabonais? Première chose, pour qu'on soit bien logé, il faut connaître le terrain. Combien coûte le terrain? Première chose. Deuxième chose, pour qu'on ait une maison, il faut que cette maison ait été construite. Est-ce qu'elle est construite? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Combien de Gabonais ont besoin de maison? Troisième chose, si on doit prétendre à ce qu'une fois l'étudiant formé doit pouvoir travailler, est-ce qu'on a prévu le cadre pour que l'étudiant travaille? Il y a quelque chose de très important là. Par exemple, parlons du cas, beaucoup de temps, oui. Parlons du cas, par exemple, des retraités. On dit oui, les retraités ont eu le chômage, ont eu ceci, ont eu l'arrivage et tout ça. Mais est-ce que vous savez que les retraités aujourd'hui regrettent un peu le fait qu'ils n'aient pas été accompagnés? Ils n'ont pas de carte. La carte telle que cela se passe dans les pays développés, n'est-ce pas? Un retraité qui doit avoir besoin, par exemple, de quelque chose et qui doit pouvoir y prétendre. Une carte qui permet de les identifier, il leur permet d'avoir accès à certains avantages. Mais ces retraités aujourd'hui regrettent le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement. C'est vrai que, de un, ils ont eu ce qu'il fallait, mais ils n'ont pas eu ce qu'il fallait. Pourquoi? Parce que, par exemple, celui qui était primé à 3 ou 4 millions va se retrouver avec 1 million. Du coup, il n'est pas content. Mais comme il faut satisfaire tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on est obligé de le faire. Donc, de façon générale, il faut bien qu'on entre dans les projets, dans les piliers du président de la République, mais pourvu que ses collaborateurs étudient minutieusement peut-être un mot sur la question du logement. Comment faciliter aujourd'hui l'accès au logement? Effectivement, je pense que le nouveau président élu devra véritablement sortir des discours idéologiques qui présentent ces questions sociales comme pouvant être résolues par un coup de baguette magique. Et donc, aller sur la réalité et commencer véritablement par regarder la question du logement social, la question de l'accès aux fonciers, qui a toujours été une épine dans le pied de tous les gouvernements qui se sont succédés. Et donc, il est important, et il y a un premier geste a été fait, notamment avec le projet d'Igoumier, avec 500 logements qui ont été donnés, ou du moins à des familles gabonaises. Et donc, je pense qu'il faut surtout accélérer ce type d'initiative, ce type de projet, de sorte que la couverture en termes de logement social, en termes d'accès aux fonciers, puisse véritablement être matérialisée sur l'ensemble du territoire gabonais et permettre justement aux familles gabonaises de pouvoir avoir des logements décents et porter aussi un regard sur les quartiers sous-intégrés où véritablement là aussi on a un véritable problème d'aménagement du territoire. Et sortir finalement de la perpétuelle location. Merci infiniment, messieurs, d'avoir accepté de prendre part à ce débat du 12-15. Je rappelle que nous discutions du thème le social au cœur du programme du président Brice Clotaire Oligui Nguema, et je recevais le professeur Orphée Soumao, qui est sociologue, enseignant à l'université Omar Bongo, et à ses côtés, M. Amal Jean-Maurice Mbumba Ibinda, qui est éditorialiste. Le débat du 12-15, c'est déjà la fin, mais ne zappez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24.